la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Géraud-Velmont. Épisode 5, la conférence internationale de Bruxelles. Dans la nuit du 15 au 16 juin 1970, 11 soviétiques tentent de détourner un avion pour s'enfuir en Suède. Leur plan ? Se faire passer pour des passagers lambda, puis débarquer et ficeler l'équipage afin de détourner l'avion en destination de la Suède, pays qui ne renvoie pas les soviétiques qui demandent l'asile. Mais le plan échoue et les 11 commanditaires sont arrêtés avant de monter dans l'avion. Parmi eux, 9 sont juifs. Ils voulaient s'enfuir d'un pays sans liberté. Le procès se tient quelques mois plus tard, le 16 décembre 1970. Les deux principaux acteurs du plan sont condamnés à mort. Il s'agit de Mark Dimschitz et Edouard Kuznetsov, le pilote et le principal organisateur. Les autres seront condamnés à des peines oscillant entre 4 et 14 ans de travaux forcés. Leur crime ? Trahir la patrie. La sévérité du verdict émeut la communauté internationale. Le procès de Leningrad fait écho à un autre procès retentissant, le procès de Burgos, qui met en cause 16 séparatistes basques en Espagne franquiste. Ces deux procès font réagir les populations et les gouvernements de nombreux pays. La France devient alors un acteur majeur dans les négociations avec le Kremlin et parviendra à transformer les condamnations à mort à 15 années de bagne. Cet événement est fondamental dans la prise de conscience du sort des Juifs. Il faut mobiliser la communauté juive, réveiller les personnalités politiques. On l'a vu, en France, les institutions commencent vivement à agir. Pour que cette lutte gagne en ampleur, les Israéliens ont une nouvelle idée. Organiser des conférences internationales sur le sujet un peu partout dans le monde. La plus mémorable d'entre elles est sans aucun doute la conférence de Bruxelles I, du 25 au 27 février 1971. 5 continents, délégués, mes frères, mes sœurs, en tant que représentant de la communauté juive de Belgique, je veux exprimer aux organisateurs nos vifs remerciements pour avoir choisi Bruxelles comme siège de la conférence. À tous les délégués, j'ai dit au nom de 40 000 juifs habitant la Belgique, soyez le bienvenu. Brochim habaim. Je tiens à remercier les autorités de notre pays qui, malgré toutes les pressions, sont restés fidèles aux traditions démocratiques de la Belgique et permettent le déroulement normal de ces assises. C'est avec émotion que nous avons écouté cet après-midi ces Juifs qu'on appelle les témoins. Ces hommes, ces femmes venant de l'URSS sont les véritables et les seuls véritables représentants et porte-parole du judaïsme soviétique. L'homme que vous entendez, c'est David Susskind, le chef d'orchestre désigné par les Israéliens pour organiser cette manifestation extraordinaire. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui est choisi. David Susskind est un diamantaire fortuné qui, bien que de gauche, suscite la sympathie de tous les leaders communautaires belges. Aussi bien à droite qu'à gauche, les religieux que les laïcs, il est donc le candidat idéal pour une telle mission. Alors David Susskind, c'est un personnage tout à fait extraordinaire dans le paysage communautaire juif et international et belge. Malheureusement, il m'a été impossible de le rencontrer
car David Susskind avait déjà plus de 40 ans quand il a pris la tête de cette aventure. Décédé en 2011, il aurait eu presque 100 ans aujourd'hui. Je me suis pourtant rendue à Bruxelles et j'ai rencontré 2 acteurs de cette formidable aventure. Simone Susskind, la future femme de David, et Pierre Motil. Simone Susskind est bien connue de la communauté juive belge, mais pas seulement. En Belgique, elle a été députée régionale au Parlement bruxellois et sénatrice fédérale. Au sein de la communauté, elle est surtout connue pour son travail au Centre communautaire laïque juif qu'elle a présidé de 85 à 96. En 71, lors de la conférence de Bruxelles, Simone est encore une jeune militante. Elle est aussi la future femme du maître de cérémonie, un certain David Susskind. Il est né en 1925, donc au moment où la guerre a éclaté à Anvers dans une famille très religieuse. Il était à la yeshiva et au moment où il s'est retrouvé à la maison en 41, il a sauté, c'était très courant à l'époque, de l'orthodoxie juive au communisme. Il était un jeune adolescent et parce qu'il pensait que, comme tout cela, que le communisme allait changer le monde et le sauver. Il s'est toujours défini comme un militant. Il a commencé par apprendre à Anvers à tailler le diamant mais il s'est installé à Bruxelles, il s'est marié et il a tout de suite mis sur pied une organisation de jeunes juifs, une organisation progressiste de jeunes juifs. Parce qu'il a toujours, l'idée c'était, il a toujours refusé de se dissoudre, de dissoudre ses effectifs dans les cellules locales, malgré la demande du parti. Et alors, après la scission avec la Chine, il a emmené avec lui tout un groupe de jeunes juifs vers le maoïsme, parce que là, il pensait qu'il y aurait plus de démocratie. Et puis, il a été exclu du Parti communiste chinois pour sionisme en 65, je pense, 64-65. Mais il avait déjà mis sur pied cette organisation juive qui est devenue le Centre communautaire laïque juif, qui est sous son égide, est devenue l'organisation juive la plus représentative, la plus importante, parce que proposer à des juifs qui n'étaient pas pratiquants ou pas trop pratiquants un cadre où on pouvait s'identifier au judaïsme sans être identifié à la religion, même si il n'y a pas de rejet de la religion, ça répondait à un besoin immense ici à Bruxelles. Let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Un peu par hasard, par personne interposée, parce que je ne le connaissais pas, David Susskind m'a demandé, je présume à l'été, ça devait être en septembre, c'était août-septembre 1970, on avait des amis communs, il me dit tiens, on va organiser à Bruxelles cette grande conférence, et il faut quelqu'un pour la centraliser, pour organiser tout le bazar. Pierre Motil est âgé d'à peine 23 ans quand il est recruté par David Susskind. Son job consiste à aider à l'organisation de la conférence de Bruxelles 1. À l'époque, le jeune Pierre sort de son école d'ingénieur. Largement investi dans le mai 68 belge, c'est sans trop d'hésitation que 2 ans plus tard, il accepte ce défi, coordonner l'organisation de la première conférence internationale pour les Juifs du RSS. Bon, c'est pour les Juifs du RSS, oui, très bien, tu sais, Let My People Go, les bons vieilles images de l'Égypte, j'étais quand même j'avais quand même une idée assez négative de la glorieuse union des républiques socialistes soviétiques, du petit peur des peuples, des choses pareilles. Oui, ma génération, par exemple, on a encore vécu avec émotion les chars russes à Budapest en 1956, et puis plus encore les chars du pacte de Varsovie en 1968. Donc, il était assez normal de ne pas être très fan du modèle soviétique.
L'enjeu est de taille. Rassembler un maximum de représentants de la communauté juive partout dans le monde et établir une liste des mesures à entreprendre pour la libération des Juifs d'Urs. Les Israéliens ont très bien compris qu'il était la personne adéquate pour mener ce combat en Europe et dans le monde juif. Parce qu'il était capable de soulever des montagnes, il était capable il n'était pas seulement capable d'avoir des visions, il était capable de les réaliser. C'est souvent le problème, on peut avoir des visions, beaucoup d'intellectuels juifs, en France aussi en particulier, ils avaient d'excellentes idées, mais ils n'ont jamais été capables de concrétiser ça de manière concrète et de réaliser ces choses-là. Moi, je l'ai vu tout au long de toutes ces années. Et donc, je pense qu'ils ont bien compris que s'il y avait une personne qui pouvait mener ça, c'était lui. Et ils ont bien visé, puisqu'ils ont vraiment tombé sur lui et qu'il a accepté de mener ce combat. Dans le raisonnement du cabinet israélien, a probablement joué aussi le rôle que David était à Bruxelles. Et donc c'est une conférence, elle aurait été bien plus facile à organiser, facile entre guillemets aux États-Unis. Mais là on s'inscrivait dans un contexte de guerre froide. Le faire en Europe, il y a les grands pays européens ont leur rivalité. Bruxelles a la chance d'être la capitale d'un petit pays, mais de la capitale de l'Europe. Et donc je crois qu'aussi l'inscription à Bruxelles était probable, où il y avait Susskind, qui était une locomotive. David était vraiment une locomotive extraordinaire, une personnalité de premier plan, qui devait être connu au-delà des frontières, je pense, de notre petit pays. Donc la conjonction des deux a certainement pesé dans le choix de Bruxelles. Pour mener à bien cette conférence, David Susskind est accompagné de 3 grandes organisations juives. Le Bnei Brit, le Congrès juif mondial et l'Organisation sioniste mondiale. Leur rôle est crucial. Elles sont non seulement les principaux financeurs de la conférence, mais sont aussi au cœur des discussions pendant ces 3 jours. Parce qu'on a commencé en septembre, David m'a dit, écoute, il va y avoir cette grande conférence, les gens du monde entier doivent venir, il faut mettre ça sur pied. Ah bon? Et il faut savoir qu'il n'y avait ni email, il n'y avait pas d'ordinateur, donc ça se passait autrement. Telex. Ces jeunes gens ne veulent pas se souvenir du Telex. On n'avait jamais vu le Telex, on n'avait pas entendu parler. Des contacts ont été pris à partir d'Alishka, à partir d'Israël, avec les principaux organisations et dirigeants juifs connus aux États-Unis, en Angleterre, en France, au Canada. Et partout où il y avait des communautés juives. Là, il a dû y avoir un énorme effort, je n'ai pas vécu en tant que tel, de la diplomatie israélienne, des ambassades d'Israël dans tous les pays, pas seulement occidentaux, asiatiques, partout où ils ont pu le faire, où il y avait la moindre communauté juive, pour les mobiliser sur ce sujet. Et autour de ça, il a fallu quand même concrètement essayer d'arrêter de choisir un local, de choisir des délégations, de définir un programme, de définir qui seraient les orateurs. Autour de ça, il y avait parfois des discussions délicates, plus ou moins compliquées, sur le côté, sur les thèmes qui allaient être soulevés. Et il y a eu de très nombreuses réunions de comités auxquelles j'ai accompagné David Susskind. Je pense à la plupart d'entre elles. Beaucoup se sont tenues à Paris, certaines à Bruxelles. Il y avait quelques personnalités marquantes. Claude Kellman, qui était le président, je pense, du CRIF à l'époque. J'ai de lui le souvenir d'un grand homme, d'un diplomate, de quelqu'un qui avait la classe de mener des négociations difficiles, d'emmener les gens à un accord. On a dit qu'il y avait, Pierre peut me corriger, 1000 participants.
un des intervenants, il y avait 2 intervenants pour moi trois qui sont essentiels dans cette conférence. C'est un qu'ils avaient invité Elie Wiesel, puisque c'est lui qui avait écrit ce livre qui a été un des points de départ en fait de ce combat des Juifs du RSS, j'ai oublié le titre, les Juifs du silence. Et puis il y avait évidemment David Ben Gurion, qui était malade pendant la conférence, et donc je crois que c'est sa dernière sortie à l'étranger. Il est venu uniquement de facto à la séance de clôture où il y a eu, je sais pas moi, des milliers de personnes. C'était à Forêt Nationale. La salle s'est levée. Non, quand même pas. C'était au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, d'accord. La salle s'est levée, évidemment. Oui, c'était un grand moment, en fait, bon. Et puis, la troisième personnage important, c'était un premier représentant de la communauté juive de l'Union soviétique, j'ai oublié son nom, un ancien officier de l'armée soviétique qui était un des tout premiers à être sorti autour de ce contexte et à pouvoir prendre la parole, qu'on le voit d'ailleurs dans le film. En fait, en venant ici, j'avais préparé une lettre à un jeune juif en Union soviétique. Je me suis dit, quel est le problème qui m'a poussé moi? Quel est le problème qui m'a fait moi mal dans le passé, pour essayer de capter en quelques mots, en quelques accents, cette expérience qui ne fut pas mienne. C'était le problème de la solitude. Quand j'étais en Russie, j'ai vu, j'ai senti, j'ai essayé de vivre cette solitude qui était la leur. Et je me suis dit que je n'ai pas le droit, en tant que conteur d'histoire, je n'ai pas le droit en tant que juif, donc en tant qu'être humain, que ces gens-là se sentent seuls, expulsés de l'histoire, vivant en marge de notre expérience. Je suis revenu, j'ai écrit ce que j'ai écrit, mais maintenant, je me dis, c'est fini, Israël est là, vous êtes là. Apparemment, il est plus facile pour les Juifs de s'unir que pour les travailleurs de tous les pays. Quand les travailleurs, quand les prolétaires du monde entier s'unissent, ça ne marche pas. Quand les Juifs du monde entier s'unissent, ça marche. Si la conférence est parfaitement organisée par David Susskind, elle n'est pas à l'abri d'imprévus, de désaccords et de rivalités. Après tout, des leaders communautaires du monde entier sont présents et comme on dit souvent, 2 juifs, 3 opinions. Il y a eu en tout cas une réelle... l'électricité dans l'air, l'enthousiasme, la tension était palpable. Or, il y a eu quelques événements politiques intéressants. C'est l'époque où Kahana, le rabbin Kahana en Amérique, a commencé à se faire connaître pour ses positions extrémistes. Et il est arrivé à Bruxelles de sa propre initiative. Alors Kahana, qui était le fondateur de la Ligue de défense juive, qui était un raciste, fasciste... un orthodoxe, relativement orthodoxe, mais qui était vraiment, qui avait un discours et un programme extrêmement, qui était inacceptable à l'époque en Israël. Et donc, il a essayé d'entrer dans la conférence. Et je me souviens très bien, Pierre était témoin de cet épisode, que David Susskind a alerté les autorités politiques belges et il leur a demandé qu'on l'expulse. Et donc, il a été expulsé de Belgique, manu militari, il n'a pas pu s'exprimer. Ça fait l'objet de discussions dans le comité organisateur. Ce n'était pas juste une initiative spontanée de David, de Susskind. Il y a eu un débat et une discussion, parce que c'était un juif représentant d'un courant d'opinion qui était extrêmement choquante, pour dire le moins à l'époque. Il représentait une forme de fanatisme qu'on trouvait totalement inacceptable. Je ne saurais plus dire si certains ont dit oui, mais enfin, c'est aussi un juif, il y a quelqu'un des choses à dire, ou bien non, lui, beyond the pale, il est au-delà de la limite. Pour le reste, c'est quand même une conférence très unanimiste, où tout le monde est venu avec la même thèse, il n'y a pas grand-chose à discuter en termes de gauche, de droite, d'opinions différentes. Le
l'objectif dans ce genre de choses, lorsqu'on raisonne en termes plus sociologiques et de communication, c'est à la fois de motiver les participants, qui, lorsqu'ils vont entrer dans leur pays, dans leur communauté, vont continuer à être, vous appelez ça des avocats ou des lobbyistes, comme vous voulez, et d'essayer d'avoir une couverture médiatique qui a une action directe sur les gouvernements. L'action sur les communautés juives a certainement été très fructueuse. Je crois que la plupart des participants, on en a revu quelques-uns c'était il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2. Il y en a dedans qui vraiment se sont engagés très profondément, ont continué à militer pour cette cause. Des comités nationaux un peu partout qui ont été mis sur pied, soutien. Donc, qui ont beaucoup travaillé avec des comités structurés, organisés. Et tout ça, c'est pas le hasard. Il faut des volontaires, il faut des enthousiastes, mais il faut une pensée, une volonté politique derrière. Il ne faut pas se faire... Les mouvements, c'était pas un mouvement anarcho-spontanéiste, c'était fondé sur un enthousiasme réel de gens qu'on avait convaincus. Le fait que ça ait pris une ampleur internationale est certainement à mettre au crédit de la diplomatie israélienne et des organisations juives elles-mêmes qui y ont adhéré. Le bilan de cette conférence est phénoménal. 800 personnes participent aux discussions. 150 États sont représentés. Quelques réfusniks sont là pour témoigner. Et de nombreuses personnalités publiques sont présentes. David Ben Gurion, le premier ministre de l'histoire d'Israël, Arthur Goldberg, l'ambassadeur américain à l'ONU devenu juge à la Cour suprême américaine, ou encore René Cassin, l'un des prix Nobel français de la paix. Cette conférence, d'un point de vue médiatique, est un véritable succès. L'histoire du peuple juif est longue et douloureuse. Cette histoire nous enseigne que lorsque la solidarité et l'unité nous a cimentés devant le destin, nous avons toujours eu raison de nos adversaires. Devant cette conférence que l'on peut déjà qualifier du premier congrès de l'unité du peuple juif, nous avons la ferme certitude que la grande communauté des Juifs de l'Union soviétique, avec l'aide de notre soutien actif, sortira victorieux de l'épreuve à laquelle elle est soumise. Évidemment, il a fallu s'organiser après. Et donc c'est à partir de ce moment-là, aussi autour de ce moment-là, que de plus en plus de jeunes juifs sont partis pour maintenir le lien, puisque les Israéliens étaient plus présents en Union soviétique, pour maintenir le lien avec les refusniks soviétiques qui se sont déclarés de plus en plus clairement et qui ont de plus en plus clairement annoncé leur volonté de partir en Israël. Ces quelques journées de février 1971 sont un tournant. Elles sont le véritable commencement de la lutte internationale pour les Juifs soviétiques. Après 1971, la mobilisation pour les Juifs du silence s'accélère. Les États-Unis adoptent le fameux amendement Jackson-Vanik qui conditionne des avantages économiques à l'URSS en échange de la libéralisation de sa politique migratoire. Les États-Unis participent aussi activement à la libération des réfusniks bien connus, comme les fameux auteurs du détournement d'avion ou encore Nathan Sharansky. Et du côté européen, certains membres du Parlement s'engagent eux aussi pour les Juifs soviétiques. C'est à partir de cette mobilisation historique que les militants comme ma mère commencent à se rendre en Union soviétique, à la rencontre de ces fameux Juifs d'Urs. Ces Juifs du courage, frères glorieux, entreront dans l'histoire de notre peuple comme Yehuda Maccabée, comme ceux qui ont écrit Kol Nidre dans la cave d'Espagne pendant l'Inquisition. Pour ces Juifs qui refusent de renoncer à être eux-mêmes, notre voix s'élèvera avec une force déterminée et infinie. Nous nous engageons ici de laisser à leurs persécuteurs ni paix ni répit jusqu'à s'ouvrir pour nos frères et nos sœurs les portes du droit à la liberté et de la dignité. Let my people go! Press so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people
people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said. Merci à Simone Susskind et Pierre Motil, et merci également à Béatrice Godlewicz pour les belles archives du site Let My People Go sur la conférence de Bruxelles. Réalisation, Victoria Géraud-Velmont. Montage et mixage, Vincent Laine. Prise de son, Alexandre Libaberg. Prise de son, Guillaume. Voix, Youssef Murciano. Documentation, le Fonds social juif unifié. C'était À la rencontre des Juifs d'Urs, une série documentaire de Victoria Géraud-Velmont. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down. Go down, Moses, Moses. where